L'être humain veut toujours avoir raison. Monsieur Diop, on a constaté que les gens passent tout leur temps à réclamer la vérité, à prôner la vérité, alors qu'en réalité, ils ont peur de la vérité. La vérité elle-même les dérange. Il y en a, il suffit juste de leur dire la vérité, ils peuvent se fâcher contre toi. Il y en a aussi, ils veulent toujours avoir raison, tout en sachant qu'ils n'ont pas raison. J'aimerais, monsieur Diop, aujourd'hui, vous nous parlez pourquoi l'être humain éprouve ce besoin d'avoir toujours raison. Qu'en pensent les grands philosophes? Merci. Arthur Schopenhauer, dans son ouvrage intitulé L'art d'avoir raison, publié en 1864, nous dit qu'il est parfois nécessaire de recourir à la malhonnêteté intellectuelle pour défendre ses idées par le fait qu'une idée vraie, juste, est condamnée à ne pas être entendue, donc condamnée à l'impuissance, si elle n'est pas défendue avec des armes rhétoriques efficaces. Autrement dit, la vérité ne suffit pas toujours. Et à ce moment-là, il peut être normal de recourir à des artifices rhétoriques qui vont permettre à nos idées de gagner du terrain. La fonction d'un débat, selon Arthur Schopenhauer, ce n'est pas de chercher la vérité. La fonction d'un débat, c'est de faire triompher notre vérité, notre conception de la vérité. Le but d'un débat, c'est de convaincre. Et convaincre, c'est combattre l'adversaire. Et combattre l'adversaire, c'est mettre en place toute une technique pour rendre son propos moins convaincant. C'est lui opposer des arguments de telle sorte que ces arguments vont perdre de leur efficacité et de leur puissance de persuasion. Donc ici, Schopenhauer ne se place pas dans une philosophie d'investigation du vrai. C'est pas la dialectique de la vérité, comme chez Socrate. Non. Il s'inscrit dans la dialectique heuristique, c'est-à-dire dans l'art de la controverse. D'où vient notre besoin d'avoir raison, monsieur Diop? Arthur Schopenhauer nous explique qu'en fait, c'est tout simplement lié à la nature même de l'être humain et à une caractéristique innée de l'homme qui est la vanité. C'est quoi la vanité? La vanité, c'est l'inconsistance. C'est moins d'être intéressé par le fond des choses que par l'apparence extérieure des choses. D'être moins intéressé par la vérité que par l'image des idées. La vanité, c'est la logique des apparences. La vanité, c'est ce qui fait que l'être humain préférera toujours avoir tort mais remporter les éloges qu'avoir raison et recevoir la réprobation. L'être humain préfère les louanges à la vérité, préfère le succès à la sagesse. Et c'est pourquoi que l'être humain a recours à la rhétorique et qu'il n'hésite pas à jouer sur les apparences pour remporter l'adhésion du public. À cela, il faut ajouter que l'être humain a une tendance à l'obstination dans l'erreur. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'erreur, il n'y a rien de pire que de le reconnaître. Pourquoi? Et parce que tout simplement, on considère que ça va nous faire perdre en crédibilité. Et que donc, c'est un aveu de faiblesse. On considère que reconnaître une erreur, c'est prêter le flanc aux attaques de l'ennemi. Donc on préférera toujours s'obstiner dans l'erreur, quitte à faire preuve de la plus grande des mauvaises foi, du moment où ça peut sauver les apparences. L'être humain pense que les apparences
le sauveront. Il pense que les autres ne détecteront pas la fraude et du fait qu'il défend ses positions obstinément, il finira toujours par s'en sortir. Bien sûr, c'est une illusion, mais c'est un besoin. Nous avons besoin de prouver que nous avons raison. Mais nous avons besoin de nous prouver que nous avons raison. Quand on argumente avec zèle, quand on argumente avec offensivité ou avec agressivité, ce n'est pas entièrement l'autre que nous cherchons à convaincre, c'est nous-mêmes. Nous voulons nous convaincre que nous avons raison, que c'est notre manière de penser qui est la bonne, parce qu'il en va de notre estime de nous-mêmes, parce qu'il en va de notre image de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons sans cesse besoin de nous justifier vis-à-vis de nous-mêmes, de nous persuader que nous sommes dans le vrai. On pourrait comparer les croyances humaines à un édifice qui menacerait de s'effondrer si on retirait un étage. L'être humain passe toute sa vie à construire un système de croyances, un système de lecture et de compréhension du monde. Donc, une fois que ce système est construit, il est hors de question d'en changer. Il est hors de question de remettre en cause ce système. Donc, on préférera toujours colmater les fissures, monter les échafaudages pour tenter de rendre cohérent un système qui ne l'est plus, pour tenter de se convaincre que notre système est le bon. Dans tous les cas, il est hors de question de laisser notre édifice de croyance se laisser détruire, parce que sans ce système de croyance, nous ne sommes plus à l'abri, nous devenons vulnérables, nous sommes en danger. La malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi, le déni, le mensonge, ce sont parfois des stratégies inconscientes qui répondent d'abord à un besoin de repère. À partir du moment où on vit avec les autres, on a besoin de repères auxquels on va s'identifier, grâce auxquels on va se définir. C'est très important de pouvoir se définir auprès des autres, se définir auprès de soi-même. C'est ce qui fait qu'on va très souvent défendre les idées, non pas parce qu'elles sont vraies, mais pour défendre une conception de nous-mêmes et pour défendre une conception à laquelle on veut correspondre. Une autre manière de le dire, c'est qu'on peut être de mauvaise foi, de bonne foi. On peut par exemple être certain d'avoir raison pour justifier le fait d'avoir recours à des arguments fallacieux. Mais le fait qu'on s'identifie à des croyances fait qu'on va défendre ces croyances comme si on défendait notre propre vie. Et quand il s'agit de défendre sa vie, on ne se pose pas la question de savoir qui a raison, qui a tort. On défend sa vie. Et pour défendre sa vie, tous les coups sont permis. Tous les armes sont bons à prendre. Et donc, l'appréciation de la valeur d'un argument ne va pas se faire par rapport à sa conformité au vrai. Elle va se faire par rapport à notre conviction profonde et au besoin de croire en cette idée. C'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus tolérant envers des arguments qui vont dans notre sens, y compris que ce sont des arguments médiocres, qu'envers des arguments qui s'opposent à notre vision du monde. Si je m'estime faire partie d'un camp en lutte contre un autre camp, si je me reconnais dans un parti, dans un mouvement d'idées, dans un clan, je vais me refuser à reconnaître la vérité alors des arguments du clan opposé. Je vais considérer que tout argument qui émanera de ce clan sera forcément nul et non avenu. C'est la logique même du militantisme,
Le militant ne pense pas. Parce que penser, c'est se donner l'occasion de changer d'avis. Et donc, d'être dans l'inconfort, dans l'insécurité psychique, de se voir apparaître une fissure dans l'édifice de nos croyances. Reconnaître qu'on a tort, c'est très difficile. C'est très difficile car c'est un aveu de faiblesse. En tout cas, c'est ainsi que nous le voyons. Parce que nous avons une vision de l'échange intellectuel comme une lutte pour la reconnaissance. Hegel le développe en parlant de l'affrontement des consciences qui sont chacune en lutte pour la reconnaissance. Nous avons besoin que les autres consciences nous reconnaissent. C'est à ce moment-là, la dispute intellectuelle cesse d'être intellectuelle pour devenir une lutte d'ego, une lutte pour la survie. Quand on reçoit la vie comme une lutte permanente, reconnaître qu'on a tort, c'est prêter le flanc à l'ennemi. C'est se mettre à découvert, c'est risquer la mort. On veut croire que la vie est une guerre, parce qu'à la guerre, tous les coups sont permis. Et c'est toujours facile d'assumer notre agressivité quand on part du principe que l'autre nous veut du mal.